Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nouvelle conférence donc de ces assises. On prolonge un peu cette keynote que vient de présenter Hubert avec cette thématique. Donc comment l'IA irrigue le sujet stratégique et critique de la gestion de l'eau. J'aimerais commencer par un chiffre. Il était précisé dans un article du site Reporter en septembre. 1 litre d'eau potable sur 5 est perdu en France en raison de fuites sur le réseau. C'est donc un impact global et ce n'est pas le seul enjeu, les fuites, puisqu'il y a aussi les nappes, il y a aussi la suivi de la ressource, il y a l'assainissement. Bref, il y a beaucoup de sujets pour lesquels le numérique et l'IA peuvent être une réponse. C'était d'ailleurs évoqué dans un numéro de Smart City Mag. Ce n'est pas celui-ci, mais c'était celui juste avant, où on parlait justement des solutions numériques pour l'eau. Je vous incite à le regarder. Et pour prolonger ce numéro et la keynote, j'ai 3 invités à mes côtés pour en parler. Donc je vais vous les présenter. Tout d'abord, Blandine Calcio-Godino, bonjour. Je vous laisse prendre un petit micro. Vous êtes directrice du pôle écosystème et innovation de la Banque des Territoires. Tout à fait. Et donc, comme son nom l'indique, vous travaillez sur les écosystèmes et innovations. Qu'est-ce que ça recouvre rapidement dans le domaine de l'eau ? Dans le domaine de l'eau, alors ça sera moins rapide que d'autres questions. C'est justement un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé sur la dimension écosystème et on a créé un collectif sur ce sujet. J'aurai peut-être l'occasion de le redire par la suite. Parfait. À vos côtés, nous avons Éric Lemonnier. Ah, est-ce que votre micro marche ? Enchanté. Voilà, vous êtes directeur commercial de Liquimitit, donc on vient de voir vos petits camarades juste avant. On reviendra sur la solution et puis plus largement, vu que je sais que vous connaissez bien ces sujets, sur votre expertise en matière d'eau. Oui, moi ça fait à peu près 30 ans que je suis dans les métiers, surtout de recherche de fuite. Donc j'ai passé toutes les évolutions techniques depuis les capteurs autonomes, la communication à distance. Et c'est vrai que depuis 2 ans, l'idée c'est d'apporter une nouvelle idée dans la recherche de fuite et d'associer l'IA. Parfait. Et puis enfin, pour terminer ce tour de table, Sébastien Fayon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service gestion du patrimoine et schéma directeur du CEDIF. Le CEDIF, c'est le syndicat des eaux d'Île-de-France. Alors, il y avait 2 possibilités pour le présenter. Soit je me lançais dans le nombre de communes et le périmètre, soit je vous laissais cet exercice-là, donc je préfère vous le laisser. Ah, c'est la solution 2. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc le syndicat des eaux d'Île-de-France, c'est un syndicat qui distribue l'eau potable pour 4 millions d'habitants de la région Île-de-France, 133 communes, 798 000 mètres cubes d'eau produite par jour, c'est à peu près 305 piscines olympiques à quelques jours des JO de Paris 2024. Et effectivement, 4 millions d'usagers, ça nous oblige dans la recherche d'innovation et ce travail présenté tout à l'heure aussi par Liquimitit de recherche de fuite et de gestion patrimoniale de nos ouvrages. Parfait. Alors, pour traiter ce thème, je vous propose de fonctionner en 3 parties. D'abord, parler des enjeux. Ensuite, on parlera de vos solutions, vos propositions, vos conseils aujourd'hui et demain. Et puis, on terminera peut-être par un petit volet pratique, comment se lancer. Il y a peut-être des gens dans la salle qui souhaitent justement passer le cap et on leur donnera quelques idées. Je le disais en introduction, les fuites, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est le principal enjeu, le grand enjeu ? Allez, chacun avec votre casquette, est-ce que ça reste le principal problème à régler aujourd'hui dans ces métiers ? Blandine. Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que c'est un enjeu. Au-delà de ça, alors je vais avoir peut-être déjà un point d'entrée qui n'est pas uniquement digital. Le sujet de l'eau pour les collectivités, ça va au-delà du digital. C'est un sujet. Alors là, on a des très beaux exemples de collectivités ce matin. Il y a une grande disparité en fait dans la façon d'appréhender le sujet de l'eau par les collectivités. Elles sont bien souvent désemparées sur les sujets de transfert de compétences, de formation, de recherche de financement. Donc ça, il faut quand même le rappeler plus globalement. Sur le sujet après de la donnée, là encore, il y a une vraie disparité. Il y a des collectivités qui ont plus de mal à identifier les jeux de données, ceux qui sont directement accessibles. Pourtant, il y a beaucoup de données. Justement, parfois, il y a trop de données. Donc, difficulté aussi à les prendre en main. Et puis, il faut quand même le rappeler, pour certaines collectivités, il n'y a même pas de données, en fait. Oui. Notamment, les réseaux d'eau, c'est des documents papier. Quand c'est pas la personne de la commune qui sait où passe le réseau. Enfin, pour être avec un peu de poussière sur le papier au fond d'un placard, c'est ça ? Tout n'est pas encore digitalisé. Ça, c'est un des gros sujets sur lesquels on a travaillé avec mon équipe depuis pas mal d'années. Et puis peut-être encore un enjeu, c'est qu'effectivement on parle de réseau, c'est très bien, mais on a l'habitude de dire dans mon équipe aussi, c'est que voilà, c'est intéressant évidemment indispensable même de rénover les tuyaux, mais il faut encore qu'il y ait de la ressource en eau dans ces tuyaux, et on l'a vu, et notamment depuis l'été 2022, que c'est aussi un sujet, ce sujet de la ressource. Oui, parce que s'il n'y a plus d'eau au début, on peut tourner le robinet, on va chercher les fuites, ça ne marchera pas. Voilà, malheureusement, ce sera un vrai problème. Et là aussi, l'IA
le numérique peut aider? En tout cas, c'est sûr que, et c'est là-dessus aussi qu'on travaille, la donnée au-delà de la ressource, la meilleure connaissance de la ressource, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. Et c'est encore plus indispensable, je pense, pour conserver même nos enjeux de démocratie. On voit bien que le sujet de l'eau déclenche de vraies tensions dans les territoires. Je parle même pas du sujet des méga-bassines, on l'a tout le temps dans l'actualité. Et donc là, la donnée va permettre justement d'objectiver en fait ce rapport à la ressource et d'envisager, faut espérer, une meilleure répartition. Très bien. Je vais passer la parole à Eric. Vous l'avez dit, 25 ans dans les métiers de l'eau, et particulièrement les fuites. Donc si je vous demande l'enjeu principal, vous allez me dire les fuites. Mais est-ce que vous en voyez d'autres? Et puis, une phrase que j'avais notée quand on avait préparé cette conférence, vous m'avez dit l'IA est un tournant. Alors pourquoi l'IA est un tournant? Et est-ce que vous voyez d'autres enjeux aux fuites? Écoutez, déjà, il y a une chose importante, la notion de la ressource, la notion aussi des coûts d'énergie. Un vieux corps malade. On prend cette image aussi souvent d'un vieux corps malade au niveau du réseau. Donc c'est vrai qu'il y a différentes étapes. Il y a l'étape immédiate, et on l'a démontré, on va pouvoir vraiment axer très rapidement, de manière efficace et performante, mettre les rustines là où il le faut. Et puis un travail de longue haleine où c'est des budgets, c'est d'essayer d'optimiser son budget, d'arriver à ce renouvellement utile, de pouvoir consolider l'aspect budgétaire, l'aspect technique au niveau du taux de renouvellement et l'aspect le seuil objectif des 1% de réhabilitation. Et pourquoi l'IA est un tournant alors? Qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, cette carence aussi de personnes pour traiter toutes ces données, et donc il fallait inévitablement utiliser d'autres outils. Les capteurs sont là pour apporter de la donnée et évidemment il faut la traiter. Parfait. Sébastien, du côté du CEDIF, la recherche de fuite, c'est l'action principale. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors c'est une des actions principales. C'est une des actions principales. Je souscris à tout ce qui a été dit avant. Effectivement, il y a plusieurs autres enjeux. Alors je ne vais pas revenir sur le sujet des fuites, même si c'est l'un des enjeux principaux. Il y a un enjeu aussi de qualité sanitaire quand même. L'eau potable, c'est le produit le plus contrôlé en France, mais à raison. Alimenter et rentrer dans le foyer de tous nos usagers, c'est pas rien. Donc il y a un enjeu de qualité. Bien entendu, la raréfaction de la ressource, on en a parlé, ça nous oblige aussi, la préservation des ressources, donc en quantité, du fleuve jusqu'au robinet du consommateur, et les impacts du changement climatique, la gestion des crises, des périodes de sécheresse plus importantes, vous l'avez dit en introduction, des inondations. Et d'autres types de crises qui nous impactent, nous, service public de l'eau, et auxquels il faut faire face. Et typiquement, des solutions d'IA peuvent nous aider à anticiper ces crises et à mieux les gérer au moment de leur survenance. Alors, je ne vais pas utiliser, mais je vais utiliser quand même du coup, l'expression de guerre de l'eau, en tout cas la mobilisation pour l'eau. Vous qui êtes dans les collectivités, qui êtes au contact des collectivités, où en est-on de cette mobilisation? Est-ce que cette prise de conscience autour de ces sujets est plus forte aujourd'hui? Alors, je ne sais pas qui veut se lancer. Blandine, peut-être on va reprendre l'ordre initial. Alors, sur la mobilisation, je peux dire que oui, bien sûr. On va notamment pouvoir citer le plan eau du gouvernement qui a été lancé en avril et communiqué par le président lui-même pour en faire vraiment une priorité. Au-delà de ça, donc au niveau de la Banque des territoires, on a travaillé justement à la création d'un collectif sur ce sujet de l'eau. Donc depuis 1 an et demi maintenant, on travaille avec 5 partenaires que sont l'ANEB, l'Association nationale des élus de bassin, le Cercle français de l'eau, le BRGM, France Water Team et l'Union des industries de l'eau. Pour rappel, juste l'UIE, ça rassemble les 3 gros opérateurs dont on n'a pas besoin de citer le nom sur le sujet de l'eau. Et en fait, avec ce collectif, notre enjeu, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble des collectivités. Comme je le disais, il y a des collectivités très en pointe et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus loin de ces enjeux, qui ont du mal aussi à adresser globalement le sujet de l'eau dans toutes ses composantes, au bon niveau également. On ne l'a pas indiqué là, mais évidemment, tout le monde partage le fait qu'il faut l'adresser non pas à un niveau administratif, mais à un niveau des bassins et des sous-bassins de l'eau. C'est ça qui fait sens au niveau de ce sujet-là. Et donc voilà, donc on a créé ce collectif pour répondre aux problématiques des collectivités. Comment il s'appelle Il s'appelle, Aquagir. Il a été lancé début juillet et il s'incarne notamment dans un site qui est en ligne qui s'appelle aquagir.fr. Très bien. Et tout le monde peut aller se renseigner, le rejoindre. Complètement ouvert. Et l'idée dans ce site, c'est une place de marché qui permet de référencer l'ensemble des solutions et des acteurs de l'eau, qu'ils soient publics ou privés, bien sûr, pour le mieux accompagner en fait les collectivités.
Parfait. Eric, ces réseaux d'eau, ces gestionnaires auxquels vous allez toquer à la porte, est-ce qu'ils vous reçoivent les bras plus ouverts qu'avant ? Il y a une certaine difficulté à certains moments, c'est au niveau d'un technicien, peut-être l'aveu d'échec. Et, il y a presque une dimension psychologique. Exactement, parce que c'est un traitement. Enfin, il y a la vision de dire, j'ai en charge ce réseau et à quel moment je vais m'associer à une collaboration. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner la collectivité avec les outils, dans nos équipes, il y a un certain nombre de professionnels, de gens qui ont plus de 20 ans, 30 ans d'expérience dans la gestion, et d'expliquer les problèmes qu'ils rencontrent et de pouvoir s'associer et d'apporter une solution visée sur la performance, parce que finalement, ce que recherche la collectivité, c'est de diviser ou diminuer drastiquement les pertes qu'il pourrait y avoir. Donc c'est vraiment cette notion d'accompagnement qu'on essaie d'apporter. Et ce discours-là, il passe. Oui, cet parce que la formule proposée, c'est si on n'a pas atteint un minimum de performance, nous ne sommes pas rémunérés. Donc le seul risque, finalement, c'est que ça marche. Très bien. Même question pour vous, Sébastien. Est-ce que vous avez vu changer les mentalités sur ces sujets, ne serait-ce que par les communes concernées, les gens avec qui vous travaillez ? Oui, effectivement, aujourd'hui, mais nos usagers, en premier lieu. Oui, les usagers, très bien. Effectivement, oui, nous alertent, nous interpellent sur ces questions, sont de plus en plus informés et souhaitent un niveau d'information de notre part. Et nos élus, également, sensibles à ces questions, ont décidé de lancer un plan d'investissement conséquent sur ces aspects-là. Pour quelques chiffres, notre plan pluriannuel d'investissement sur les 10 prochaines années, c'est 2,5 milliards d'investissement. Bien sûr, toutes lignes de dépenses confondues, mais en termes d'investissement, on investit à peu près 100 millions d'euros par an. Alors ça ne veut pas dire il faut qu'on optimise cet investissement, et tout l'enjeu, c'est où mon euro investi aura le plus d'impact sur les réseaux, à la recherche de fuites ou dans la gestion patrimoniale, mais aussi sur du déploiement de nouvelles filières, par exemple, sur les enjeux sanitaires, quoi. Mais effectivement, on sent une demande plus importante de la part de nos usagers, les élus suivent bien entendu, et puis nous-mêmes derrière, ce sont nos objectifs au quotidien, quoi. Parfait. Alors parlons des solutions dans la deuxième partie de cette petite conférence. Les solutions évidemment en lien avec l'intelligence artificielle. Blandine, vous allez peut-être nous servir de guide. Est-ce qu'on peut dresser comme ça un panorama des solutions qui utilisent le numérique et plus spécifiquement l'intelligence artificielle dans la gestion de l'eau ? Oui, alors là, ça va être un peu ambitieux, mais on va essayer. On va essayer. En l'occurrence, c'est vrai qu'il y a énormément de solutions qui se développent. On en a une belle illustration ici. Il y en a d'autres, notamment je sais qu'Altereo est dans la salle et on s'en est parlé tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de solutions, d'où notre enjeu de place de marché pour bien mettre en rapport en fait les collectivités avec ces solutions innovantes. Après, au-delà de ça, il y a vraiment une problématique de se saisir de ces solutions par les collectivités. Là encore, ce matin, on a des belles illustrations, mais c'est vrai que d'abord, pour elles, le sujet de la data, le sujet de la donnée n'est pas forcément un sujet simple. Donc, il faut qu'il y ait une vraie appropriation de ce sujet de la donnée par les collectivités. Et puis au-delà de ça, derrière, voir comment l'IA peut apporter des réponses. Donc, à la fois sur le sujet, on l'a vu, de détection des fuites, et puis il y a vraiment quand même le sujet de meilleure maîtrise de son réseau, au-delà de sur la durée, je veux dire. Quand on a préparé la conférence, vous m'avez dit, oui, il y a des robots, il y a vraiment plein de solutions. Il faut trouver celle qui colle avec ses besoins. Oui, et puis il faut trouver celle qu'on peut s'offrir. Alors, ça, c'est l'autre sujet, c'est qu'il y a un problème de coût. C'est marrant, ça se passe souvent comme ça. Pour la collectivité, donc il y a vraiment quand même un enjeu de financement de ces solutions côté collectivité. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on souhaite travailler justement à la Banque des Territoires pour faciliter la prise en main de ces solutions et le financement de ces solutions par les collectivités. Concrètement, on peut venir vous voir aussi pour financer ces solutions. Alors, on est en train d'y réfléchir là, mais effectivement, oui, c'est ce sur quoi on travaille avec les collectivités, et puis voir quels sont les outils aussi qu'on pourrait développer pour les plus petites collectivités. On le dit pas assez, mais il ne faut pas surtout qu'il y ait une France à deux vitesses, et avec des petites collectivités qui sont laissées quand même à l'abandon sur ces sujets justement de suivi de réseau. Donc il faut qu'on trouve des solutions qui soient accessibles, mutualisées bien sûr, le sujet doit être pris au bon niveau et avec des coûts qui sont accessibles. Parfait. Vous avez fait un parallèle que j'aime bien, celui avec le bâti, l'usage du numérique et de l'intelligence artificielle
dans le bâti, qui est aujourd'hui un peu plus commun. C'est un peu cette idée, il y a un chemin à Oui, parcourir. tout à fait. Alors, à la Banque des Territoires, on a un dispositif d'innovation qui s'appelle le Lab des Territoires. Et au sein du Lab des Territoires, on travaille sur beaucoup de sujets d'innovation, notamment sur le sujet de la rénovation énergétique. Et du coup, on a mis en ligne un service qui s'appelle Mon Comparateur énergétique sur la plateforme Banque des Territoires et qui permet aux élus d'identifier très simplement en fait les bâtis à rénover, donc les passoires thermiques de leur territoire. Bien sûr, on n'a pas l'ambition que ça résume l'ensemble du sujet. C'est un premier pas, un premier niveau de diagnostic qui va ensuite amener vers des outils plus innovants et puis vers des études plus robustes. Mais par contre, ça leur donne à voir déjà un premier niveau de visibilité sur leur réseau. Et l'idée, c'est de faire la même chose sur le sujet de l'eau, à la fois sur le sujet des réseaux, bien sûr des réseaux d'eau, et également sur le sujet de la ressource, sur lequel on travaille beaucoup, notamment avec le BRGM, pour avoir un premier outil qui soit très accessible, pour avoir une première idée de la quantité de ressources en eau sur un territoire. Donc le chemin est déjà tracé, on peut prendre rendez-vous pour une conférence sur 2-3 après, il y a une éditions forme des de assises. complexité sur le sujet de l'eau qui fait qu'on prend le temps néanmoins de le faire bien et de s'entourer. Ça, c'est vraiment le sujet. C'est surtout de ne pas refaire ce qui est fait par ailleurs. Je n'ai pas cité sur le sujet de l'eau, mais il y a par exemple un acteur qui s'appelle le CEREMA qui travaille sur le sujet des prélèvements en eau et qui le fait très bien et avec lequel on échange beaucoup là-dessus. Parfait. Avant de repasser la parole à Eric, j'aimerais entendre Sébastien peut-être sur ce point. Aujourd'hui, quelle est la politique pour gérer la data au sein du CEDIF? Quels sont les outils que vous utilisez? Et puis, est-ce que certains vont utiliser cette fameuse intelligence artificielle? Oui, effectivement. Dans le cadre du plan d'investissement dont je parlais, qu'on a appelé le Smart CEDIF, alors l'idée, c'était pas d'utiliser tous les mots à la mode et de les coller dans un plan pluriannuel d'investissement, mais c'était vraiment de jouer sur cette donnée. Aujourd'hui, la bataille de la donnée, on en parlait tout à l'heure à la pause, on l'a gagnée. C'est-à-dire que tous les matins, quand j'arrive au bureau, moi, j'ouvre mon ordinateur, j'ai 1 million de données de la veille qui arrivent. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette donnée? Comment on la traite? Quel cas d'usage? Est-elle fiable? Est-elle exhaustive? Toutes ces questions-là, on les traite et on les développe. Et concrètement, donc pour répondre à la question sur le développement, ce plan d'investissement Smart CEDIF, on l'a décliné en 3 aspects. Le Smart Network, donc comment on améliore le rendement, le fonctionnement de nos installations. Le Smart Water, comment j'améliore la relation avec mes différents usagers, quelle information je donne à qui, comment et pour quel usage. Et le dernier, c'est la Smart City, comment la brique eau potable peut être proposée à nos collectivités adhérentes pour alimenter tel ou tel portail d'open data par exemple. Mais on va plutôt rester sur la partie Smart Network et amélioration. Aujourd'hui, on teste beaucoup de choses. La surveillance des réseaux, donc on déploie un certain nombre de capteurs sur notre réseau. Je ne sais pas si je l'ai dit en introduction, mais nous, c'est 8000 km de réseau en Ile-de-France, donc des capteurs de qualité, des capteurs des prélocalisateurs de fuite par exemple. On se lance aussi dans de l'investigation, des robots qui sont effectivement introduits dans nos conduites, qui restent en fonctionnement, ça c'est une prouesse aussi, et qui nous permettent de caractériser l'état de vétusté des conduites, de trouver les fuites, et derrière d'optimiser nos plans d'investissement. Et le dernier point, c'est le développement aussi de programmes de renouvellement de canalisation. On a parlé d'Altereo tout à l'heure, mais donc on travaille avec Altereo sur un outil, enfin même on travaille, il est en production, un outil donc d'optimisation de notre plan de renouvellement des conduites de distribution et de génération automatique de chantier. Voilà. Ok, alors on va peut-être revenir sur ces 3 points un peu spécifiquement. D'abord sur les capteurs, est-ce que l'intelligence artificielle vous aide à mieux placer, mieux utiliser, mettre plus ou moins de capteurs? Enfin, oui. Est-ce qu'elle vous aide concrètement oui. sur ce réseau de capteurs? Concrètement, effectivement, sur ces différentes typologies de capteurs, on a travaillé notamment avec Suez sur une convention de R&D pour optimiser la densité de pose des capteurs. On peut avoir des capteurs dans des milliers de capteurs. L'idée, c'est quand même de voir si on ne peut pas optimiser cette répartition et cette densité. Donc cette convention nous a permis effectivement, sur des capteurs dits de haute fréquence, donc de suivi des phénomènes transitoires dans le réseau, de gérer 2 choses. Donc cette densité, à partir de quelle densité on n'a pas besoin d'aller plus loin en termes d'investissement. Et le deuxième sujet, de suivre des phénomènes, des micro-phénomènes dans le temps, et donc d'optimiser derrière la gestion patrimoniale associée. Voilà. Très bien. Ensuite, il y a les robots. Alors là, les robots,
robots, les robots. c'est un fantasme, des robots dans les Alors, réalisations. À quoi c'était ressemble-t-il et comment fonctionne-t-il? C'était un fantasme il y a quelques années, mais depuis 2, 3, 5 ans, c'est quelque chose qui se développe énormément. Donc il y a maintenant il y a plein de solutions qui nous sont proposées. Alors ça va bien entendu dépendre du diamètre, du matériau, des cas d'usage qu'on souhaite regarder. Concrètement, on a testé deux types de robots, enfin en tout cas d'aide de diagnostic. Je vais y arriver avec la société Xylem. La Smart Ball dans un premier temps, donc c'est une balle intelligente bardée de capteurs qu'on envoie dans le réseau. Cette balle va nous localiser des fuites et un certain nombre d'autres éléments. Donc on est on a vraiment challengé cette solution-là et on a simulé une fuite pour vérifier que cette Smart Ball la repérait bien. C'est le cas, donc cette solution est robuste et d'autres acteurs se sont développés sur le sujet. Et avec la même entreprise Xylem, on a passé donc un autre robot, un Pipe Diver. Cette fois-ci, ce robot, on monte en gamme, si je puis dire, dans la partie capteur associé. Mais là, on va vraiment caractériser très finement la conduite sur ses pathologies, son épaisseur de béton ou ce genre de mesures. Et derrière, concrètement, une conduite qu'on avait imaginé remplacer, 4 km de conduite qui était programmée en remplacement. Après passage de ces robots, on a repéré 3 fuites, on a donc demandé à notre opérateur d'intervenir et on a réparé ces fuites. Et le robot a montré que cette conduite n'était pas finalement en si mauvais état que cela. Donc les critères qui étaient utilisés jusqu'à présent l'avaient fait ressortir en priorité. Mais donc on l'a plutôt monitorer pour la surveiller, surveiller l'avancement de son état de vétusté, plutôt que de la remplacer sur un linéaire aussi important. Et là, le petit robot, c'est pas une balle, à quoi ressemble-t-il? Alors, non, c'est pas une balle, c'est un robot qui est quand même assez imposant, donc il faut aussi qu'on puisse l'introduire et le sortir d'une canalisation, et qui donc chemine dans la conduite avec la pression de l'eau et avec des ailettes pour avancer au fur et à mesure. Très bien. Je repense à la remarque de Blandine qui disait que c'était aussi une question de coût, il ne faut pas l'oublier. Pouvoir mieux programmer des chantiers, j'imagine que c'est aussi des économies financières. Exactement. Oui, on optimise le coût économique d'un chantier aussi. À partir de quel linéaire de chantier ces chantiers deviennent intéressants techniquement déjà. Quitte à ouvrir une voirie, autant l'ouvrir sur un linéaire qui soit optimisé. Des gènes aux usagers, aux communes traversées aussi, donc on optimise ces aspects-là. Et puis effectivement, réorienter un certain nombre de financements plutôt sur de la surveillance et du diagnostic que du remplacement, sur des critères plus anciens, on va dire. Très bien, parfait. Allez, pour terminer ce tour de table sur les solutions, Eric, je ne vais pas vous demander de refaire toute la présentation de tout à l'heure, mais j'ai quand même quelques questions pour la compléter. D'abord sur cette capacité apprenante, plus on a de données, plus on est efficace. C'est un peu la philosophie de votre solution. Ouais, alors je voulais juste rajouter aussi cette notion de ROI, retour sur investissement. Je crois que c'est une donnée assez importante. Donc c'est vrai que l'IA va nous aider à améliorer cette performance par lié de capteurs. Moi, auparavant, mon challenge, c'était d'en vendre le plus possible. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on diminue pratiquement par 4 le nombre de capteurs sur une zone. Non, on en met toujours. Pardon ? On en met toujours, par contre. On en met toujours, mais on cible de manière plus pertinente les zones à déployer. Et quand on connaît le coût d'un capteur, tout de suite, on a un retour sur investissement. Où l'idée, ça va être justement, avec un certain nombre de capteurs, de pouvoir surveiller bien plus. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, donc, sur l'aspect rénovation, c'est aussi le point, le constat avec les différentes collectivités, c'est de pouvoir associer toutes les opportunités et un budget, de pouvoir vraiment atteindre la valeur cible de taux de réhabilitation pour un budget le plus favorable possible. Exactement. Sur cette capacité à apprendre, ça veut dire qu'on en a encore qu'au début. On parlait dans la keynote de passer de 2 semaines à 1 semaine, bientôt 48 heures. Jusqu'où on va aller comme ça? Il y a d'autres enjeux. Il y a la vision aussi peut-être de l'assainissement. On amène de l'eau. L'idée après, ça va être de partir aussi sur cet aspect
au rejeté. Et donc là aussi, on rentre sur un sujet assez important. Ok, et autre question, c'est la taille de réseau, puisqu'on a parlé de taille des communes. Est-ce que vous êtes d'abord allé voir les grands réseaux et maintenant vous changez, ou est-ce que vous avez attaqué tout le marché Alors, c'est un point qu'on a évoqué tout à l'heure. La particularité de notre algorithme, c'est justement pouvoir travailler avec éventuellement très peu de données, pouvoir le retransférer, l'utiliser un peu de partout. Donc, on est aussi bien intervenu sur des réseaux d'une centaine de kilomètres jusqu'à 1200 kilomètres, avec des réseaux de petits diamètres jusqu'à des réseaux de très gros diamètres, ce qu'on appelle les feeders. Et donc ça s'adapte tout à fait. Oui. Parfait. Avant de passer à la dernière partie sur les conseils, j'aurais peut-être un dernier tour de table et ce sera pour tous les trois. On a commencé à évoquer le fait que les sujets étaient en devenir et qu'on aurait peut-être l'occasion de s'en reparler. Si on réorganisait cette même table ronde dans 3 ou 5 ans, de quelles solutions parlerions-nous, de quels enjeux parlerions-nous? Est-ce que Blandine, vous avez déjà comme ça dans la boule de cristal quelques idées? Oui. Alors, c'est le moment, en général, on se plante et après, quelques années après, on se dit c'est pas grave, ouais, il fallait prendre le risque. J'ai peur d'avoir raison là. Ah oui, c'est vrai. Je pense qu'on va de plus en plus se parler du sujet de la ressource. C'est vraiment le mot-clé. Sujet de la ressource qui est nécessaire. On a une vision qui est quand même très anthropisée, qui est très sur nos activités humaines, sur les humains. Il y a un sujet du milieu aussi, plus globalement, dans lequel on vit. Et c'est comme ce milieu-là qui va nous permettre on l'espère, perdurer le plus longtemps possible. Donc ce partage de la ressource, ça va être un gros sujet dans les années à venir, et donc d'où l'enjeu, comme je le disais tout à l'heure, de la donnée, d'avoir une vision comme objectivée de combien on a de ressources et qui consomme derrière, agriculture, industrie, usagers, et ça va être un des gros challenges des prochaines années. Ok, le sujet à suivre. Eric, peut-être une idée Alors, dans l'avenir? À l'avenir, on travaille éventuellement aussi sur l'aspect dimension des fuites, le débit d'une fuite, donc de manière à prioriser aussi tout ce qui est intervention et réparation. Donc l'idée, ça peut être aussi de gagner en efficacité sur la gestion au quotidien, et toujours avec la vision de gagner très rapidement sur les pertes. Parfait. Sébastien, au CEDIF, la feuille de route. La miniaturisation de tous ces robots, et puis pourquoi pas demain, le robot qui viendra réparer la fuite de l'intérieur et éviter aux équipes d'intervenir. Oui, donc là on sera encore plus optimal dans l'intervention. Exactement. Parfait, merci d'avoir joué ce jeu, d'imaginer l'avenir. Pour terminer, donc des conseils très pratiques pour les gens qui sont dans la salle, et puis ça ouvrira peut-être aussi à la séquence de questions. Vu que vous avez la parole, Sébastien, commençons par vous. Vous avez un peu d'expérience, même plutôt pas mal d'expérience sur ces sujets. Allez, peut-être un conseil ou une erreur à éviter quand on veut se lancer dans une transition comme ça, un peu IA ou numérique de son réseau d'eau. Non, mais le maître mot, on l'a entendu depuis ce matin, c'est la donnée. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est effectivement passer le temps nécessaire à l'exhaustivité et surtout la fiabilité de cette donnée. Une donnée non maîtrisée ne servira pas à grand chose derrière, peu importe le cas d'usage ou ce qu'on aura pu imaginer. Donc voilà, vraiment passer du temps nécessaire sur la qualification de cette donnée, des référentiels communs. On n'est pas obligé de travailler avec la même entreprise pour tous les cas d'usage, mais si on a un référentiel commun, ça permet d'interfacer les différentes briques d'une solution ou d'une autre. Et puis on l'a un peu dit aussi ce matin, je l'ai entendu, les enjeux de cybersécurité et de souveraineté aussi numérique, c'est important. On manipule de la donnée qui peut être sensible pour certaines de ces données, donc il nous faut être vigilant sur ces aspects-là. Parfait. Eric, même conseil, hormis vous appeler évidemment pour tester votre solution. C'est déjà un conseil, mais... Déjà. Non, mais on l'a expliqué, donc il y a l'aspect outil métier, donc d'avoir développé des interfaces vraiment très, très, très facilement utilisables. Et puis cette notion d'accompagnement qu'on propose, parce que il faut analyser la donnée, il faut fixer les indicateurs, et donc tout ça, on peut être en source d'accompagnement justement pour faciliter et gagner tout de suite en performance. Parfait. Et puis enfin, Blandine, je me permets de vous citer dans la préparation. Vous m'avez dit, ça va être à contre-courant, mais plus c'est low-tech, mieux c'est. C'est bien de le dire ici. Je pense que là, du coup, tout le monde me regarde. Je ne pouvais pas m'empêcher. Je ne pouvais pas garder ça pour moi.
Oui, de façon générale, c'est sûr que je suis plutôt connue pour ces prises de position, même si je travaille beaucoup pour le numérique et la data. C'est sûr que je pense que voilà, c'est quand même le low-tech qui va être un enjeu majeur. À la fois low-tech, je dirais en termes de solutions, mais ce qui est dit là, on parle de miniaturisation, on parle de cibler les interventions. Je pense que c'est exactement dans cette veine-là. Et puis être aussi soucieux de la moindre data. Alors ça, c'est moi aussi mon point de vue, c'est qu'il y a beaucoup de données. Ça a été dit aussi, il faut qu'on puisse rester sur les datas directement utilisables. Et d'ailleurs, petite page de pub pour le coup, pour l'accompagnement qu'on fait à la Banque des Territoires, on a un accompagnement en ingénierie en fait sur le sujet de la data pour justement accompagner les collectivités sur ce sujet de stratégie de prise en main de la donnée qui me paraît indispensable. Donc c'est low-tech dans sa globalité. Tout à fait. Juste Sébastien Mardon. Effectivement, ça faisait penser aussi. Il y a un autre point qu'on n'a pas cité, c'est le développement de nouvelles compétences, de data analyst, de BIM manager, enfin tous ces métiers qui n'existaient pas il y a quelques années. Aujourd'hui, il faut aussi accompagner le développement des formations dans ce domaine-là et de trouver les bonnes compétences pour nous appuyer sur tous ces sujets. Parfait. Un autre conseil peut-être, Blandine, sur cette approche? Forcément, je suis obligée de parler d'aquagir.fr, pardon, mais s'il y a une seule chose à faire en sortant tout de suite, c'est d'aller sur le site, bien sûr. Plus sérieusement, cette dynamique-là, on en est très fiers parce que justement, c'est une dynamique collective, ça on ne le dit pas assez aussi, mais c'est des journées comme ça qui sont utiles. C'est le partage d'expériences, c'est l'échange, et c'est le fait qu'on ne peut pas adresser ce sujet en mode silo, que ce soit sur le sujet des politiques publiques, et on pousse les collectivités là-dessus. Le sujet de l'eau, il est nécessaire pour tout. Je parlais du sujet de l'industrie, on réindustrialise, c'est parfait. Il faut penser à l'eau nécessaire à cette réindustrialisation et au partage du coup induit entre les industries et la population. Donc voilà, ça c'est quand même un gros message, c'est jouer collectif, c'est ce qu'on essaye de faire modestement avec Aquagir. Et donc qui veut contribuer peut sans problème contribuer à cette dynamique. Jouer collectif et jouer global. Puisque c'est-à-dire qu'il faut réfléchir au sujet de l'eau dans son ensemble. Au sujet de l'eau dans son ensemble. Et il y a des belles solutions là-dessus. Enfin, mon discours n'est pas du tout culpabilisant. Au contraire, il est positif. Il y a plein de territoires où justement ce partage de l'eau se fait bien dans une intelligence un petit peu partagée entre l'industrie, l'agriculture, les usagers, dans un sens plus collectif. Parfait. Eh bien, nous arrivons à peu près à l'heure de fin de cette conférence. Est-ce que nous avons des questions dans l'Assemblée? Et je prête mon micro. Je vous amène le micro si vous voulez bien vous présenter en posant votre question. Bonjour, Alexandre Jaffot, Banque des Territoires. Moi je suis un peu... j'aurais voulu savoir, je suis un peu perdu à la fin finalement, parce que sur la conclusion, il y a d'un côté l'invitation à faire du low-tech et de l'autre, on a des robots qui réparent tout seuls. Donc je voulais savoir comment on concilie ces deux aspects, si c'est possible après, je ne sais pas. Merci pour la question, Alexandre. Parfait, ça c'est pour moi du coup. En toute camaraderie. Ouais, non, mais peut-être une réaction rapide. Oui, je suis persuadée effectivement que la techno est indispensable pour aller plus vite. Parce que, alors, par contre, ça va être le petit message pas sympa, mais parce qu'il y a une question d'urgence. On n'a plus le temps, en fait. Donc, il faut aller vite, mais directement bien. Et ça, c'est aussi l'enjeu. Et donc, oui, pour la techno. Après, ce côté low-tech, c'est que je pense que justement, on y arrive beaucoup. De toute façon, il y a un sujet d'énergie, de rareté de la ressource. Donc, de fait, on y est sur ce côté plus, voir ce qu'on peut utiliser à minima. Et puis j'ai oublié mon point d'après, mais voilà, c'est globalement ce sujet-là, c'est vraiment d'y aller effectivement avec la techno, mais en ayant une vision un peu plus globale. Et oui, pardon, le dernier point, c'était celui-là, c'est ne pas s'empêcher une certaine forme de prise de recul. C'est-à-dire que dans notre période actuelle, c'est accélérer, massifier, développer, renforcer, etc. Juste 2 minutes, prendre le temps de l'analyse, justement avec la donnée, me paraît indispensable parce qu'après, on n'aura plus le temps de revenir sur ces sujets-là. C'est ce qu'on voit sur la rénovation des bâtiments, justement, et c'est la même chose sur le sujet de l'eau, il me semble. Oui, moi, je voulais juste rajouter une chose. Nous, on a l'habitude de dire qu'on parle d'efficacité. Et néanmoins, la recherche de fuite, même s'il y a apporté son complément et sa performance, ça n'enlève pas cette partie de recherche de fuite propre et d'activité. Donc, elle va permettre de gagner en efficacité, mais en performance. C'est comme ça qu'on le présente. Oui, et puis ça peut être finalement pas incompatible. Tous les cas d'usage ne nécessitent pas un développement d'une technologie particulière. Voilà, je pense qu'il faut prendre le temps effectivement de la réflexion que pour tel ou tel sujet, développer tel ou tel aspect, quoi. Rachid Hadda.
c'est une double question. Donc, j'ai entendu parler de mutualisation. Donc, nous, au niveau départemental et même régional, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est monitorer les fuites d'eau dans les bâtiments. Les collèges ou les lycées, il ne faut pas oublier que les régions et départements sont les premiers propriétaires immobiliers, notamment en Île-de-France. Donc, j'ai une double question. Est-ce que vous connaissez la part des fuites qui sont liées au réseau avant le compteur et la part des fuites, quel est le pourcentage dans la perte d'eau à cause des fuites entre ce qui est dans le bâtiment? Est-ce qu'on a des études là-dessus, la fuite entre le bâtiment et ce qu'il y a dans le réseau? Ce que je veux dire, est-ce que les fuites à l'intérieur du bâtiment, c'est 1%, 2%, 10%, 20%, etc. Et le deuxième sujet, c'est dans la logique où on est en train de mettre en place des hyperviseurs mutualisés, puisque nous, on s'appuie sur de la low-tech, finalement, du capteur et du LoRa. Comment on fait? On sait le faire pour Enedis, on sait le faire comment on fait pour avoir les données, notamment nous, on a fait un POC, Veolia ne veut pas nous donner la consommation sur le compteur connecté. Ils en ont déjà mis un dans notre collège, donc on ne peut pas en mettre un derrière. Hein, donc voilà. Double question difficile. Et c'est tombé sur vous. Et c'est tombé sur moi. Non, mais blague à part, notre limite de responsabilité s'arrête au compteur. Donc effectivement, tout ce qui se passe après sur le réseau intérieur, on n'a pas de visibilité. Mais en même temps, comme le réseau intérieur vous appartient, si vous avez envie de le monitorer, voilà. Pas plus d'éléments là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal de solutions, et en parlant aussi de low-tech, qui viennent outiller les agents également, parce que c'est vrai que c'est aussi indispensable. Et là, pour le coup, pour que l'agent prenne la bonne donnée au bon endroit et qu'elle soit directement rentrée dans la base avec la bonne qualification, la justesse et la fiabilité. Je pense que ça, c'est aussi beaucoup de solutions qui vont être amenées à se développer, qui se développent de plus en plus. Pour récupérer la donnée du compteur à l'entrée. Alors ça oui, par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le smart water et les services aux usagers qu'on prévoit de développer. Sur le territoire du CEDIF, on a des habitats collectifs, on a du pavillonnaire, on a effectivement des gestionnaires, les communes, les départements, etc. Et donc là, on va développer des solutions à travers l'application qui dépasse le simple compte client où on peut aller chercher son numéro de contrat et puis l'historique des 10 dernières factures. On va effectivement aller plus loin. Et pourquoi pas aussi proposer des modules d'alerte de dérive de consommation. Je sais pas moi, une école qui verrait une explosion de sa consommation en plein mois de juillet alors qu'il n'y a pas de travaux prévus par la commune, c'est peut-être qu'il y a un problème effectivement de fuite sur le réseau. Ça, ce sera interopérable avec Oui, c'est l'objectif effectivement, tout à fait. Parfait. Eh bien, nous allons terminer sur cette dernière question. Merci à tous les trois pour vos participations, merci pour vos questions. Et je redonne la parole à Ariel. Merci pour cette excellente table ronde très très intéressante. Donc, si vous avez encore des questions, on pourra les continuer au cours du déjeuner. Alors, info pratique, le déjeuner, ça se passe à l'apogée. Il faut traverser la rue, c'est un petit peu sur la gauche. Donc, on traverse en diagonale. C'est à côté des locaux du Monde. Ça s'appelle l'apogée. Gardez bien votre badge parce que ça va être votre sésame d'entrée. Et oui, petit message important. Il va y avoir un petit coup de ménage pendant qu'on déjeunera. Donc, si vos affaires, soit vous les prenez avec vous, soit vous les laissez dans des casiers qui ferment à clé, qui se trouvent à l'entrée, donc dans le couloir qui se trouve à l'entrée. Ensuite, à 13h50, oui c'est ça. À 13h50 commence la visite Paris to Connect, donc on va le faire en début d'après-midi. Pour une durée d'1 heure. Et ensuite, on reviendra ici pour la suite du programme qui va être super intéressante. Donc, on a encore beaucoup de retours d'expérience de collectivité. On va parler de mobilité, on va parler de transition énergétique et collectivité, de gestion thermique des bâtiments et des retours d'expérience de territoires connectés. Voilà, bon appétit à tous, merci et à tout à l'heure.